Allez, les autres matchs du soir avec les drôles de dames, les gars. Démarrons par... Ils vont tous passer leur. À part. Il n'y a que Eddy qui ne va pas passer toutes ces équipes à cause de Villarreal, mais les autres, ça va finir par le faire. Hein. Naples non plus. Attends, les Allemands. Naples, ça va passer. Il faut gagner contre Chelsea. Francfort, ils sont pas bien. Hein. Ils ont sauté, Francfort. Francfort, j'avais pas vu. Francfort, c'est mort, 33, éliminé. Francfort, c'est fini. Oh là là, bien sûr. Tiens, démarrons par ça, parce que c'est quand même un sacré bide de perdre 3-2 à Karabag et de faire sortir... Fin de match de folie contre Karabag, de folie. Je ne sais pas comment ça a été vu en Allemagne, Polo. Disons que c'était un très très beau match pour la C12. Parce que le temps était catastrophique, le terrain, les équipes, le match était très spécial. Karabakh devait gagner pour se qualifier et Francfort devait espérer la victoire. On sait que Francfort est dans une crise très très importante. D'ailleurs, ils ont changé leur coach il y a quelques jours, en plein milieu du guet d'un mois de janvier qui était vital pour le club. Ils sont toujours en train de creuser parce que tu n'as pas le droit de te prendre encore une fois le genre de but qu'ils se prennent. Ils arrivent à égaliser assez rapidement. Ils mènent 2-1 sur un penalty plus que généreux, puisque une minute avant, Karabakh aurait dû bénéficier d'un penalty. Donc, en fait, encore une fois, l'arbitrage a été très moyen. Et après ce 2-1, on se dit déjà c'est miraculeux de mener là-bas. 4 minutes après, tu t'en prends de 2. Et puis Karabakh, puisque les 10 dernières minutes ont été un peu spéciales, puisque les deux équipes devaient absolument l'emporter, et Karabakh a trouvé le moyen de marquer à la 94e, encore une fois, sur des largesses défensives. En fait, c'est pas compliqué. Francfort se prend 3 buts par match. Donc, ils en marquent beaucoup, mais ils en prennent 3. Donc, que ce soit en Bundesliga ou en Ligue des Champions. Donc là, j'ai bien aimé ce qu'a déclaré Christensen. Ce serait sympa si j'avais une bonne explication à vous donner de ce qui se passe à Francfort en ce moment. En tout cas, là, ils sont en train de creuser et le mal est très, très profond. On attend évidemment un nouveau coach, puisque celui qui est intérimaire, Schmidt, en ce moment, ne va pas durer longtemps, évidemment, puisqu'il est intérimaire. Pareil qu'ils veulent Xabi Alonso ? Non, ça c'est fini. Là, moi, je n'ai jamais cru. De toute façon, ça me paraissait un peu trop gros pour Francfort. Mais apparemment, il y a Terzic et Marco Roseux qui sont en course pour les récupérer. Des coachs habitués des voyages interclubs. Ouais, puis ça tourne. Ça tourne. Mais pire défense de Ligue des Champions, quand même. Pire défense de Ligue des Champions, pire défense de Bundesliga. C'est pour ça que Top Müller a sauté d'ailleurs, parce qu'il n'arrive pas à la stabiliser. Et surtout, moi, ce qui me frappe dans la rencontre, encore une fois celle de soir, mais tu pourrais enchaîner avec les matchs de Bundesliga, c'est que les joueurs ont la trouille, plus personne ne prend sa responsabilité, il n'y a pas de leader dans cette équipe, on ne sait pas, c'est pas un problème de qualité de l'effectif, encore une fois, même si le parcours en Ligue des Champions n'était pas évident avec certaines équipes, mais ce qui s'est passé ce soir, c'est quand même... Marcus Krösche l'a dit, semaine après semaine, c'est la même chose, donc je pense qu'il va y avoir un jour un grand coup de balai. Il faut faire attention à ce que Francfort ne plante pas tout ce qu'ils ont réalisé depuis quelques années, quoi. Mais voilà. Tiens, en parlant de coach, où ça bouge, machin, tout ça, tu sais qu'à Monaco, on a posé la question à Francaise. Oh. Ouais. On est bon dans notre sacré, quand même. Ouais. On a posé la question, on n'a pas vraiment eu de réponse. Il habite le coin, du coup, il est dans la zone. Ça, il est dans le coin, un coup de bagnole. Il met un petit coup de bagnole de plus. On va prendre Puel, il habite le coin. Petit coup de bagnole de plus, une petite demi-heure de plus, et hop, on y est, quoi. Pourquoi pas. Je n'ai pas dit que, j'ai dit on a posé la question. Comme on dit dans le milieu, on s'est renseigné. Voilà. Le Barça à Prague face au Slavia, ça n'a pas été un match facile pour le Barça, mais ils ont réussi à gagner quand même, Edgar. Oui, alors c'est jamais simple à Prague. Je me souviens du match de l'Athletic Club de Bilbao là-bas où il s'était fait fracasser par des tacles dans tous les sens. C'était très 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 rude. C'est pas une équipe facile à jouer le Slavia, surtout à Prague, surtout dans ces conditions parce que ce soir c'était du moins 7 degrés, donc surtout pour des joueurs qui habitent à Barcelone et qui jouent en Espagne toute l'année, c'est forcément compliqué. Et on a senti des Barcelonais surtout qui ont eu du mal à se mettre dans le match. Les 30 premières minutes, il manquait pas mal de rythme, de vitesse dans le jeu, ce qui est assez rare pour eux. Manque d'inspiration aussi, ils se font surprendre sur un corner. Mais finalement, ils s'en sortent comme souvent parce que ce Barça-là met toujours 1 ou 2 buts de plus, même quand il s'en prend. Alors, ils font 2 erreurs défensives sur des corners, ils se prennent 2 buts, un but un petit peu gag et un deuxième but un petit peu gag qui est un contre son camp de Lewandowski. Donc ça, c'est évidemment le point noir, comme souvent avec
avec ce Barça-là, c'est que c'est un petit peu trop facile de leur mettre des buts, mais ils n'arrivent pas à le corriger pour l'instant. Mais ils s'en sortent bien avec un Dani Olmo qui met un superbe but pour les sortir de cette situation avec une belle frappe enroulée à l'opposé, magnifique. Et finalement, même si leur match n'est pas dingue, ils mettent 4 buts en Ligue des Champions à l'extérieur, à Prague, sous moins 7 degrés. Donc c'est assez classique pour cette équipe-là, même dans un soir assez mauvais. Ils arrivent à s'en sortir. Par contre, le vrai point noir pour eux, surtout, c'est la blessure de Pedri ce soir. Il est sorti blessé, il se touchait derrière la cuisse. A priori, il a des douleurs aux ischios de la jambe droite, donc affaire à suivre, mais je pense que ça a été le prix à payer de ces conditions peut-être un petit peu compliquées, inhabituelles pour eux, et de l'intensité aussi du match dans ce genre de conditions. Le Barça qui est 9e, hein, donc qui pour l'instant est juste à la lisière des 8 qualifiés, pour l'instant barragiste, mais ils jouent Copenhague au prochain match chez eux, donc on peut considérer qu'ils vont... On peut imaginer qu'il y a quelqu'un qui va perdre des points devant quand même. Oui, possible, en effet. Juste Chelsea, Julien est parti, mais je le signale, Chelsea a battu Pafos à l'arrache 1-0, hein, le Rosenior Bowl. Donc 1-0 pour Chelsea, j'allais dire seulement face à Pafos. D'ailleurs, la dernière journée, c'est PSG Newcastle, hein, si je ne me trompe pas. Tout à fait. C'est ça. Donc si Barcelone gagne, ils seront forcément dans le top 8, puisqu'ils ont le même nombre de points que le PSG et Newcastle, qui sont 6e et 7e. Qui ont 13 points tous les deux, exactement. La Juve, face à Benfica, Daniele, c'était comment? Alors, la première 2-0 mi-temps, en tout cas. oui, ils ont gagné. Mourinho, c'était le grand retour de Mourinho. Vous savez, il a toute une histoire contre la Juventus. Ah oui, on l'aime pas trop là-bas. Ouais, même si lui, dans la conférence de presse avant les matchs, ils lui ont demandé est-ce que si un jour il vous appelait à la Juventus, vous irez? Il a dit oui. En gros, il a dit oui, pourquoi pas. Et il a aussi, comment dire, il a un peu laissé entendre qu'il n'a pas aimé le fait que l'Inter ait appelé Kivu. Il a dit qu'il ne comprend pas une équipe si grande qui appelle un entraîneur qui n'a pas d'histoire. Alors, je pense que peut-être il avait un petit espoir de retourner à l'Inter lui-même. Mais bon, le premier mi-temps, il a mis en grosse difficulté la Juventus. Rien n'est marché. Ils disent il a fait quelque chose, mais ils n'arrivaient pas à donner de ballon à Ildis, ils n'arrivaient pas à donner de ballon à Jonathan David. Ils perdaient beaucoup de ballons pas loin de la surface. Et ils ont failli prendre un but. Par contre, la deuxième mi-temps, tout a changé. La Juventus elle était plus percutante. Et il y a eu finalement, il a marqué Kefren Turan. C'est pas beau but, d'ailleurs. Oui, un très joli but parce que lui, il est très fort dans la conduction de balles. Il percute, mais il lui manque la passe décisive, il lui manque la frappe, au moins. Il va jamais être un goleador, mais un peu plus de 4 buts par an, il pourrait les faire. Et là, c'était un moment où les gens, la Juventus, ils commençaient à se demander, avec seulement 2 milieux de terrain, peut-être que lui, il est un peu trop limité pour avoir toute cette importance-là, la Juventus. Là, il a marqué un joli but. Il y a McKennie qui est toujours très important, toujours plus important même, je dirais. Jonathan David, il a fait une très mauvaise première partie de match. Et une bonne deuxième partie de match. Il était impliqué dans les 2 buts, mais voilà, c'était pas mal. Et après, le Benfica, il est un peu sorti du terrain. Donc finalement, c'était une bonne soirée pour la Juventus, mais qu'elle a rattrapé d'ailleurs, elle a rattrapé l'Inter dans les classements. Polo, que faut-il retenir de la victoire du Bayern face à l'Union Saint-Gilloise, 2-0? Il y avait une blague qui circulait en Bundesliga, comme quoi il faudrait qu'un 12e joueur dans l'équipe adverse, en fait l'équipe qui affronte le Bayern. En Ligue des Champions, j'ai l'impression qu'on peut aussi se réfléchir à l'idée de mettre 12 joueurs en face du Bayern, puisque ce soir, le Bayern l'a emporté à 10 contre 11, et on continue à dominer la rencontre. C'était un peu plus compliqué en première période, puisque l'Union Saint-Gilloise était très regroupée et jouait en contre, et Manuel Neuer a sauvé le 0-1 d'ailleurs. Et puis on a Harry Kane, c'est-à-dire quand on n'arrive pas à marquer dans le jeu, il y a des coups de pied arrêtés, but sur corner, et ensuite 2 minutes après, Harry Kane provoque un penalty et donc marque. Et il en a eu un deuxième penalty, et il a raté le 3-0, ce qui est un choc en Allemagne, puisque Harry Kane en Allemagne ne rate jamais ses penalties. Ouais. Donc c'est un petit peu la blague qui circule en ce moment, c'est que même Harry Kane peut rater ses pénaux. En tout cas, un Bayern amoindri, puisqu'il manque du monde,
été encore une fois assez impressionnant. Moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'a produit comme jeu l'Union Saint-Gilloise, mais il y a 2 classes d'écart, quoi. Donc c'est un peu voilà, le Bayern est dans le top 8, c'est fini. On attend maintenant les prochains matchs à élimination directe. Connaissez la particularité du Bayern? C'est qu'ils sont toujours en 8e depuis 2003-2004. Je crois que c'était leur Depuis 20 250e ans. victoire en Ligue des Champions, je crois. On parle du Bayern. Ouais. On parle du Bayern. Voilà. Oui, mais bon, t'as des clubs qui parfois ont une année, un gadin comme ça en passant. Bah eux non. On se qualifie. L'Atlético à Galatasaray, Edgar, raconte. Ouais, un partout. c'est toujours des problèmes pour moi de gestion de match en fait avec l'Atlético parce qu'ils marquent dès le début, ils font une superbe entame avec beaucoup d'intensité, avec un jeu direct, assez incisif. Le but vient à la fin d'une très belle action collective, but de Giuliano Simeone à la 4e minute. Et après, tu n'arrives pas à dominer les matchs quand tu es devant. C'est un problème assez récurrent avec cette équipe. Tu te prends un but à la 20e contre son camp de Llorente alors qu'il n'y avait pas un énorme danger. Oblak n'est pas très bien placé sur l'action. Donc tu relances ton équipe un petit peu par hasard. Et finalement, l'Atlético ne marque qu'un seul but alors qu'ils ont frappé 15 fois au cage. Un joueur comme Sorloth, balle au pied, il fait quand même beaucoup de mauvais choix, même si sans ballon, je trouve que c'est un joueur très important pour cette équipe, mais j'ai pas l'impression qu'il ait une intelligence de jeu quand il a le ballon dans les pieds hors norme, et je pense que des fois il devrait lever la tête un petit peu plus. Julián Alvarez, une nouvelle fois, est quand même décevant, et l'Atlético peut même, alors ils peuvent avoir des regrets, mais ils peuvent même se dire que ça aurait pu être pire, parce que Galatasaray a eu une énorme occasion à la 94e, c'est presque un miracle qui n'est pas but à la fin, donc un petit peu à l'image, là, on parlait de l'image du Barça, là c'est à l'image de l'Atlético, un match pas très très bien géré, où comme souvent cette saison, l'une des seules satisfactions, et on n'en a peut-être pas encore parlé d'ailleurs dans l'after, c'est un jeune défenseur qui s'appelle Marc Pubil, qui a 22 ans, et qui est l'une des révélations chez eux, et lui est très solide, peut-être trop souvent plus solide que ses coéquipiers en défense, et c'est vraiment, je pense, la satisfaction individuelle de la saison pour eux, parce que pour le reste, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de déceptions ces derniers mois, même si c'est pas catastrophique, et évidemment leur parcours en Ligue des Champions va continuer, mais ils n'ont plus le destin entre leurs mains. L'Atalanta a perdu à la maison face à Bilbao, un match qu'a priori il devait C'était gagner. un match fou. Il était favori, Ouais. un match avec des renversements. C'était complètement fou. La première mi-temps, ils auraient pu gagner 2-3-0. Ils ont mis un but. Ils ont eu un but pas égalisé. Ils ont pris un poteau. Ils ont eu une action à la 38e minute où dès qu'il était là, il a fait vraiment. Il est très fort. Il est en train de faire une très très grosse saison, moi je pense. Mais ils n'ont pas arrivé à mettre les deuxièmes. Après, Bilbao, ils ont marqué un partout un peu par hasard. Et à ce moment, tout s'écroulait. Oui, tout s'écroulait. Et à la fin du match, Deron, le capitaine de l'Atalanta, et même Palladino, ils ont dit c'est inexplicable. On aurait dit qu'on perdait 3-0, même si on était un partout. On a commencé à faire des erreurs jamais vues. Et moi, je pense que c'est vrai un peu à moitié, parce que l'Atalanta, elle était fragile déjà en saison dans d'autres matchs. Mais c'est vrai qu'elle avait l'air d'avoir les matchs en main. L'Athletic Bilbao, il était largement inférieur. Je pense qu'Edgar, il peut être d'accord sur la première mi-temps. Mais après, voilà, oui, la deuxième mi-temps, on aurait dit, je sais pas, Messi, Ronaldo et Pelé, parce qu'à chaque fois qu'ils arrivaient en avant, d'ailleurs, ils ont mis 3 buts avec 3 frappes. Donc voilà. C'est vraiment une fragilité de l'Atalanta qui, après Palladino, il est très bien à dire mais non, mais c'est pas grave, on ne devait pas arriver dans le premier 8. Mais la vérité, c'est qu'à la fin de la première mi-temps, ils étaient 3e en classement, et là ils sont 13e. Donc voilà, je pense que ça devrait être une très grosse délusion. Et je ne sais pas ce que Ernesto Valverde leur a dit à la mi-temps, parce qu'effectivement, comme dit Daniele, ils étaient complètement passifs en première période, les Basques, et en deuxième, on a retrouvé ce qu'on a envie de voir avec une équipe basque et avec l'Athletic Club, c'est-à-dire énormément de caractère,
de passion, d'envie. T'es pas forcément meilleur que ton adversaire, mais tu t'en sors, tu célèbres plein de rage avec ton parquage visiteur parce que tu sais que tu es peut-être en train de sauver une partie de ta saison. Victoire miraculeuse, mais qui va peut-être être un petit tournant quand même pour les Basques.